Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour une nouvelle capsule de physique. Je te propose cette fois-ci de nous intéresser au niveau d'énergie électronique, ou pour le dire autrement, au niveau d'énergie des électrons dans l'atome. En effet, dans une vidéo précédente, on a pu apprendre que finalement la lumière était quantifiée. Donc pour rappel, ça veut dire que la lumière en fait serait composée de paquets discrets, donc de paquets d'énergie en réalité, qu'on ne peut pas venir couper. Donc ce serait la brique élémentaire de la lumière, des quantas de lumière qu'on avait appelés des photons. Eh bien, il se fait que grâce à cette découverte, on va pouvoir approfondir la connaissance qu'on a de la structure de l'atome. Et donc c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. On va essayer de voir un petit peu de quoi il retourne et ce qu'on peut apprendre sur la structure atomique, particulièrement au niveau des électrons. Alors pour aborder le sujet, eh bien, on va partir d'une expérience relativement simple que tu connais, c'est celle de la décomposition de la lumière blanche. Tu sais qu'une lumière blanche, comme la lumière du soleil qui passe par un prisme, peut être décomposée en une série de couleurs. C'est le principe de l'arc-en-ciel. Et bien ici, voilà, on a une source de lumière blanche. Donc il faut ici tenir compte du fait que les rayons de lumière vont être des rayons blancs. On va venir mettre un prisme, donc ça veut dire qu'on a ici quelque chose de triangulaire, donc c'est un matériau qui est transparent, qui laisse passer la lumière, mais qui a un indice de réfraction différent de l'air. Et on va faire passer, donc, en tout cas on va observer ici particulièrement un rayon lumineux qui vient de notre source. Alors ce qui va se passer, c'est que ce rayon lumineux va être réfracté. Ça on le sait, quand on change de milieu pour les ondes, eh bien, on peut observer que la direction de propagation change. Alors, ce qui se passe pour la lumière, c'est qu'en fait, la lumière va être réfractée de manière différente selon la longueur d'onde et selon, en réalité, la couleur, du coup. Et donc, ici, si j'ai mes rayons de lumière, je peux voir que la lumière rouge qui compose cette lumière blanche va être réfractée d'une certaine manière et que la lumière violette est réfractée de manière plus importante. Alors, j'ai représenté ici deux rayons, deux couleurs, mais en réalité, il faut bien comprendre que c'est en fait toutes les couleurs qui composent la lumière blanche qui sont réfractées. Et donc, au final, ce que j'obtiens, c'est la figure qui est ici. J'ai en réalité toutes les couleurs, mais je ne les ai pas toutes représentées, ça aurait été un peu compliqué. Et donc, si on imagine que je viens capter cette lumière sur un écran, ce que je vais observer, c'est finalement cet ensemble de couleurs ici, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, tout simplement. Alors, ce qu'on obtient ici, on va dire que c'est un spectre continu au niveau de la lumière. Alors, spectre continu, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on peut observer ici des lumières de fréquence continue. Donc, du rouge jusqu'au violet, tu sais que chaque couleur possède en fait une longueur d'onde et une fréquence qui lui sont associées. Eh bien, j'ai en fait des lumières ici, des rayons lumineux de toutes les fréquences possibles et imaginables de manière continue. Voilà. Donc, ici, il n'y a rien de bien particulier, c'est une expérience qu'on connaît, mais on va maintenant aller un petit peu plus loin et on va réaliser la même expérience, mais cette fois-ci, on va venir rajouter un élément, et cet élément, en fait, c'est qu'on va venir rajouter une enceinte de gaz. Donc voilà, je mets ici une espèce de tube transparent qui est rempli d'un certain gaz, peu importe lequel, et je fais à nouveau passer un rayon, qui va cette fois-ci passer par le gaz et puis par le prisme. Je vais à nouveau observer qu'il y a réfraction. Mais alors, ce que tu vois pour l'instant n'est pas tout à fait juste, parce qu'en réalité, ce que je vais observer sur mon écran, ce n'est pas un spectre continu. Je vais en fait observer que dans ce spectre continu, il y a des trous. Donc il y a des trous, ça veut dire qu'en fait, il y a des fréquences, ou des longueurs d'onde, c'est équivalent, qui sont absentes dans la couleur qui a été réfractée ici. Donc ça veut dire que quelque part, d'une certaine manière, on a éteint certaines couleurs. Alors, ces trous, pour les nommer correctement, eh bien, on va dire que ce sont en réalité des raies d'absorption. Alors, ces raies d'absorption, tu verras par la suite d'où vient le nom. Mais donc, pour l'instant, je te le dis, ce sont des raies d'absorption. Alors, bien entendu, tu t'en doutes, c'est ce phénomène-ci qui va nous intéresser, c'est ça qu'on va tenter d'expliquer, et c'est ça qui va nous dire quelque chose sur la manière dont l'atome, finalement, est constitué. Donc,
Quelle est l'origine de ce phénomène? C'est la question qu'on va se poser ici. Alors, la réponse, elle va nous venir d'un physicien danois qui est extrêmement connu, c'est Niels Bohr, qui est un physicien du début du XXe siècle, qui a apporté de grandes contributions au niveau de la physique quantique et qui a reçu pour ça un prix Nobel en 1922, donc ce n'est pas n'importe qui. Alors justement, c'est le modèle atomique de Bohr qu'on va étudier dans cette capsule, puisque Bohr a proposé un modèle assez célèbre d'ailleurs de constitution de l'atome, un modèle atomique. Alors tu vas voir que ce modèle, tu le connais probablement déjà au travers du cours de chimie, ou tu l'as peut-être déjà vu ailleurs, parce que c'est un modèle qui est très connu et qui est toujours fort utilisé, même si on verra que ce modèle a en fait des grosses limites. Alors, on va se donner un atome dans la vision de Bohr. Donc, un atome, première chose, c'est qu'on va avoir au centre un noyau. Alors, ce n'est pas vraiment le noyau qui va nous intéresser en réalité, donc voilà, je dessine un noyau quelconque. L'idée de Bohr, c'est de dire qu'autour de ce noyau vont graviter des électrons, et ils vont précisément graviter sur des orbites. Et donc, il y a vraiment ici un parallèle à faire avec le système planétaire, avec les planètes qui orbitent autour du Soleil. Donc il y a vraiment une similitude. Et donc voilà, je vais ici représenter quelques électrons et on peut voir que ces électrons, ils ont une trajectoire qui serait circulaire autour du noyau. Alors, idée suivante, le modèle là n'est pas complet, c'est pas juste ça l'idée. L'idée suivante, c'est de dire que pour chaque orbite va correspondre un niveau d'énergie. Donc ça veut dire que les électrons possèdent un niveau d'énergie et que ce niveau d'énergie correspond en fait à une orbite donnée. Alors à nouveau, on peut faire un parallèle avec des choses qui sont plus grandes. Si on prend la Terre, je peux dire qu'un satellite qui se trouve à une certaine altitude et qui orbite autour de la Terre aura une certaine énergie potentielle. Et plus le satellite est haut dans le ciel, plus il aura d'énergie potentielle. Voilà, ici c'est la même idée. Plus un électron a une orbite éloignée du noyau, plus il aura une énergie importante, il aura une énergie potentielle importante. Alors, l'idée suivante est peut-être un peu plus perturbante. Voilà, je note juste idée comparable à l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc je disais, l'idée suivante est un peu plus perturbante puisque, en fait, selon Bohr, les électrons ne peuvent se trouver que sur des orbites déterminées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un électron ne peut pas choisir une orbite quelconque. En fait, il y a une série d'orbites existantes et les électrons sont quelque part, pour faire un vilain jeu de mots, confinés sur une orbite donnée. Et donc ça veut dire qu'entre deux orbites, il ne peut pas y avoir d'électrons. Ce sont des zones qui sont interdites. Alors, pour reprendre l'analogie avec le satellite, mais du coup ça ne fonctionne pas très bien, c'est comme si on disait qu'un satellite ne peut se trouver qu'à une altitude de 20 000 mètres au-dessus de la Terre ou 25 000 mètres. Et que si j'ai envie de mettre un satellite à 23 000 mètres d'altitude, je ne peux pas, c'est une zone qui est interdite. Voilà, donc il y a des zones interdites. En fait, les orbites sont déterminées et je ne trouverai pas d'électrons entre deux orbites. Alors, élément suivant, c'est assez logique, si un électron change d'énergie, donc si je donne de l'énergie ou que j'enlève de l'énergie à un électron, il va changer d'orbite. On va parler ici de saut quantique. Ça veut dire qu'un électron peut faire un saut d'une orbite à l'autre. Alors, tu vas peut-être te dire, ok, mais donc comment est-ce qu'il fait pour passer de l'un à l'autre? On est ici dans le domaine de la physique quantique et donc un électron va quelque part de manière instantanée passer d'une orbite à l'autre. C'est pas qu'il va voyager entre les deux, parce qu'alors il va se trouver dans une zone interdite, mais il va faire un saut quantique et passer d'une orbite à une autre orbite. Alors de tout ceci, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, en fait, un électron ne peut changer d'énergie que par saut. Puisque une orbite correspond à un niveau d'énergie et qu'un électron ne peut pas passer d'une orbite à une zone qui soit entre deux orbites, c'est une orbite et puis l'orbite suivante et pas entre les deux, comme il y a un niveau d'énergie qui correspond à ces orbites, l'électron ne peut effectuer que des sauts d'énergie. Il ne peut pas changer d'énergie de manière continue, pour le dire autrement. Et donc il peut soit gagner de l'énergie en passant à une orbite supérieure, donc en s'éloignant du noyau, soit il peut perdre de l'énergie en passant à une orbite inférieure. Voilà. Et donc, encore une fois, l'idée à bien retenir ici, c'est que
il ne peut pas changer d'énergie de manière continue. Il doit effectuer des sauts énergétiques qui correspondent à des orbites différentes. Très bien. Alors, justement, essayons de voir un petit peu plus en détail comment peut se passer ce changement au niveau de l'énergie d'un électron. Alors, on sait actuellement, grâce aux vidéos précédentes, que un électron peut absorber un photon. On a déjà vu, donc si un photon vient percuter un électron, il peut être absorbé. On sait également que, en réalité, un photon correspond à un paquet d'énergie. Rappelle-toi, on a vu ensemble que l'énergie d'un photon est déterminée par la constante de Planck multipliée par sa fréquence. Et donc il y a une correspondance entre photon et énergie. Ce qui veut donc dire que si un électron absorbe un photon, en réalité il va absorber l'énergie de ce photon, il va absorber une quantité d'énergie. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un électron absorbe un photon, il va devoir changer de niveau d'énergie et donc il va en réalité changer d'orbite. Alors, on ne s'en rend peut-être pas encore bien compte à ce stade-ci, mais il y a une conséquence qui est importante. La conséquence, c'est que les électrons ne peuvent absorber que les photons ayant la bonne énergie. Alors, pour clarifier un petit peu les choses, on va reprendre l'expérience de départ. Je vais reprendre une source de lumière blanche et je vais reprendre un atome selon le modèle de Bohr. Voilà. Et je vais venir positionner l'un ou l'autre électron. Alors, dans la lumière blanche, on sait qu'en fait la lumière blanche elle est composée de toutes les fréquences possibles de la lumière. Alors je vais représenter ici des ondes lumineuses. Voilà, je vais représenter une onde plus ou moins rouge, une onde plus ou moins jaune-orange. Alors ce que tu peux voir, c'est que j'ai mon onde rouge qui vient percuter ici un électron. Eh bien, en fait, on peut constater que ce faisceau de lumière ici, alors je devrais en fait ici dire un photon, mais je suis un petit peu embêté parce qu'on sait que la lumière c'est une onde et que c'est en même temps un photon. Mais bon, il faut accepter ici le fait que, en gros, j'ai de la lumière qui passe, de la lumière qui est ici rouge, elle passe au niveau de l'électron, mais en fait, l'électron n'absorbe pas ce photon. Pourquoi? Eh bien, parce que cette lumière n'a pas l'énergie nécessaire pour permettre à l'électron de passer d'une orbite à une autre. En effet, il faut bien se dire que un électron, pour passer d'une orbite à l'autre, doit recevoir juste la bonne quantité d'énergie. S'il reçoit trop peu d'énergie, il ne peut pas effectuer son saut. S'il reçoit trop d'énergie, il ne peut pas l'effectuer non plus parce qu'il risquerait de se retrouver dans une zone entre deux orbites. Donc ça, ce n'est pas possible. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'électron ne va absorber un photon que si le photon a exactement la bonne énergie pour lui permettre d'effectuer un saut quantique. Alors, je vais le représenter ici. Je vais avoir ici, dans ma lumière blanche, eh bien, j'ai la lumière qui est jaune. Et je vais dire ici que cette lumière, elle a exactement la bonne fréquence pour permettre à l'électron de faire un saut quantique. Alors, attention, il faut bien avoir en tête ici, j'ai représenté des ondes lumineuses individuelles, mais en fait, toutes ces ondes ici se propagent sous forme de lumière blanche. Et la lumière blanche est composée de toutes ces longueurs d'onde-là. Donc c'est un petit peu particulier, mais ici c'est un schéma explicatif, et donc j'ai besoin de décomposer les choses de manière un petit peu artificielle. Et donc, ici, si je regarde la lumière avant de percuter ici l'électron, je peux observer finalement que j'ai un spectre continu. Donc j'ai de la lumière qui a un spectre continu qui est émise, et puis on imagine ici qu'en réalité l'atome que j'ai représenté, il y en a plein d'autres, que je traverse un nuage de gaz. Eh bien, les photons qui ont la bonne énergie vont percuter les électrons de ce gaz et vont être absorbés. Ce qui fait qu'une fois que j'ai passé le gaz, en fait, le spectre lumineux aura perdu une ou plusieurs fréquences. Et donc je vais observer, comme tu peux le voir ici, un trou. Et tu vois que dans le spectre lumineux, ici, j'ai bien fait attention, c'est en fait la lumière jaune qui est absorbée par les électrons. Et donc dans le spectre lumineux, j'ai perdu la fréquence ou la longueur d'onde, de nouveau c'est similaire, qui correspond à cette lumière jaune. Alors, petite particularité, ça je ne l'ai pas encore dit, mais tu vois que sur le schéma, en fait, mon électron, il a fait ici un saut de 2 orbites.
En réalité, l'électron peut faire un saut de 1 orbite, 2 orbites ou 3 orbites ou même plus à la fois. Ce qui compte, c'est qu'il reçoit vraiment juste la bonne quantité d'énergie. Donc je mets bien ici, attention, un électron peut sauter plusieurs couches en une fois du moment qu'il reçoit la bonne quantité d'énergie. Alors, petite parenthèse, la quantité d'énergie qui est nécessaire, en réalité, tu peux la calculer, puisque mon électron ici change d'énergie, il y a un delta E, donc une variation d'énergie. Cette variation d'énergie, en fait, elle va correspondre à la variation d'énergie engendrée par l'énergie du photon. Donc ici, la formule que j'ai encadrée, elle représente le fait que toute l'énergie du photon, H fois F, est absorbée par l'électron et lui permet de faire un saut quantique. Très bien, alors, sachant tout ça, on va faire un petit détour par une technique un petit peu particulière qui s'appelle la spectrographie. Mais d'abord, résumons une idée principale, ce que nous savons jusqu'à présent. On sait donc que les raies d'absorption correspondent finalement à des photons qui ont la bonne quantité d'énergie pour être absorbés par des électrons d'un gaz. On va se mettre dans les conditions d'un gaz ici qui serait traversé par la lumière. Alors, évidemment, tu as bien compris ici que c'est de là que vient l'idée des couches en chimie, puisque dans le modèle de Bohr, on a des orbites qui correspondent à des couches. Alors, par ailleurs, tu sais justement, grâce au cours de chimie, que finalement, chaque atome possède une structure électronique particulière. Donc, chaque élément chimique possède une structure électronique unique. Alors, il faut bien se dire que du coup, pour chaque élément chimique, il y a finalement des niveaux d'énergie et des orbites particulières qui font que finalement chaque élément va avoir sa propre signature et donc ses propres raies d'absorption. Et donc par exemple ici je t'ai représenté, tu as le spectre d'absorption du mercure et tu vois que ce n'est pas le même que pour le cadmium. Et donc ça veut dire que en réalité pour chaque raie d'absorption, tu vas avoir un électron qui aura fait un saut quantique d'une ou de plusieurs orbites. Mais donc ça veut dire que finalement chaque élément possède une signature typique, reconnaissable, qu'on peut établir. Ça c'est intéressant parce que du coup la spectrographie peut être utilisée notamment au niveau de l'astronomie. On l'utilise en réalité pour connaître notamment la composition chimique de certains astres, typiquement des étoiles. Et donc ce que je te propose de regarder ici, on ne va pas l'analyser parce que ce serait un petit peu casse-tête, mais c'est de regarder cette très belle illustration dans laquelle tu as un spectre hyper détaillé de la lumière de notre Soleil. Et donc tu peux voir qu'on a ici toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et il y a une quantité assez phénoménale de raies d'absorption justement qui correspondent en fait aux raies d'absorption de tous les éléments qu'on peut retrouver dans le Soleil. Et donc si on étudie ça en détail, on sait que une raie d'absorption donnée va correspondre à tel ou tel élément chimique. Et donc c'est vraiment intéressant puisque en analysant la lumière qui provient des étoiles, on est capable d'analyser finalement leur composition chimique. Après ce petit détour par la spectrographie, intéressons-nous maintenant au spectre d'émission. Alors, le spectre d'émission, c'est quoi ? Finalement, c'est le phénomène inverse des raies d'absorption. Donc, on a vu qu'un électron était capable d'absorber un photon et donc de changer de niveau d'énergie, ce qui implique de changer d'orbite. Il faut savoir qu'un électron qui est excité, donc qui a un niveau d'énergie plus élevé que son état normal, peut, lui, se décharger d'un photon, donc émettre un photon et même plusieurs photons, pour revenir à un niveau d'énergie plus bas. Et donc l'idée ici, c'est qu'on peut avoir des électrons qui émettent des photons, qui donc vont émettre de la lumière. Alors ce phénomène, on le retrouve typiquement dans les fameux tubes néons, qui portent injustement leur nom, parce qu'en réalité, actuellement, ce qu'on trouve dans les bâtiments, ce sont souvent plus des tubes au néon, mais peu importe. Mais donc on a des tubes dans lesquels on a un gaz donné, et on vient soumettre ce gaz à un potentiel électrique, ce qui va permettre d'exciter les électrons et donc de leur donner une énergie plus élevée. Alors il faut savoir que, à leur état naturel, si je puis dire, les électrons d'un atome
vont avoir tendance à se mettre dans la position d'énergie la plus basse. Ce sera la position qui leur permet d'être dans un état stable et durable. Si un électron est excité, en fait, il se trouve dans une position qui est instable et donc il va tôt ou tard chercher à revenir à une position d'énergie plus basse et plus stable. Et donc ici, les électrons sont excités, ce qui fait qu'ils vont, à un moment donné, se désexciter, revenir à une orbite plus basse, à un niveau d'énergie plus bas, en émettant un ou plusieurs photons. Et donc, c'est le cas ici dans mon tube. Je vais avoir de la lumière qui est produite et je vais à nouveau ici utiliser un prisme pour décomposer cette lumière et voir ce qu'il se passe. Donc voilà, j'ai mon néon qui émet de la lumière. Alors fais bien attention, cette lumière ici n'est pas de la lumière blanche comme dans le début de la capsule. C'est la lumière produite par le gaz particulier qu'il y a dans ce tube. Alors justement, si je capte un rayon de lumière, alors le rayon ici est dessiné en blanc, mais ce n'est pas de la lumière blanche encore une fois, eh bien cette lumière va être réfractée et donc va être déviée en traversant le prisme. Elle va être déviée en passant de l'air dans le prisme et en passant du prisme dans l'air. Donc il y a en fait deux réfractions qui ont lieu. Et comme il y a en fait dans ce gaz différents électrons avec des niveaux d'énergie différents, on a en fait plusieurs fréquences dans cette lumière. On a plusieurs lumières différentes en réalité. Et donc le fait de faire passer cette lumière dans le prisme va permettre de décomposer cette lumière et de voir finalement quel est son spectre et donc de quelle fréquence elle est composée. Alors tu peux voir ici que j'ai 4 fréquences. Il faut bien faire attention que ce sont ici 4 fréquences bien précises. Donc on n'est pas dans un spectre continu, au contraire, on a 4 fréquences de lumière bien déterminées. Et ces fréquences bien déterminées, c'est ce qu'on va venir appeler le spectre d'émission. Donc c'est les fréquences qui sont émises par finalement ce gaz dont les électrons sont excités. On va parler aussi de raies d'émission, puisqu'on a des raies de couleur données. Alors à nouveau, chaque lumière ici, chaque couleur lumineuse possède une énergie donnée qu'on peut calculer grâce à la formule que tu connais très bien maintenant qui est H fois F. Et bien cette énergie correspond en fait à l'énergie qui a été perdue par l'électron qui a émis ce photon. Alors évidemment dans le gaz il y a plein d'électrons et donc il y a plein de photons qui sont émis, ce qui fait qu'on a une lumière continue. Alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement les raies d'émission vont correspondre en réalité aux raies d'absorption pour un gaz donné. Et donc il y a une correspondance entre le spectre d'absorption et le spectre d'émission. C'est ce que je te propose d'observer sur la petite figure suivante, dans laquelle on peut voir le spectre d'émission d'hydrogène. Donc imagine qu'on a excité les électrons de l'hydrogène et ces électrons, du coup, en revenant à un état plus stable, ont émis des photons, donc de la lumière, et ces photons avaient ici une fréquence bien particulière. Dans la lumière visible, on a ici 4 longueurs d'onde qui sont émises. De la même manière, si je prends l'hydrogène et que je fais passer de la lumière blanche, donc de la lumière qui possède un spectre continu dans l'hydrogène, eh bien, je peux voir que je vais avoir dans le domaine visible 4 longueurs d'onde qui vont être absorbées par les électrons et qui du coup vont être retirées du spectre. Alors tu pourrais te dire ici peut-être, si tu as un peu suivi, que finalement ces électrons qui viennent absorber des photons devraient réémettre cette lumière à un moment donné. Tu as tout à fait raison, mais rappelle-toi que la lumière va en ligne droite. Or, quand un électron émet un photon, il peut l'émettre dans n'importe quelle direction. Et donc ça explique le fait que même si j'ai en permanence des photons qui sont excités et puis qui se désexcitent, en fait quand ils se désexcitent, ils vont envoyer le photon qu'ils produisent ou les photons qu'ils produisent dans des directions aléatoires, ce qui fait que cette lumière-là, ces photons-là ne vont pas nous parvenir, ou en tout cas de manière beaucoup moins importante que les autres photons, les photons c'est pas mal, que les autres photons qui, eux, nous parviennent en nombre très important.
Alors, au niveau de ces phénomènes donc d'émission et d'absorption de photons, il est parfois utile de représenter les choses sous forme de diagramme d'énergie. Alors voilà, je t'ai représenté ici un modèle atomique de Bohr avec 5 couches. Hein. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va représenter ici à côté les niveaux d'énergie. Alors tu vois ici, les niveaux d'énergie n'ont pas tous la même hauteur parce que, par exemple, entre la couche 1 et 2, le saut d'énergie est plus important qu'entre la couche 2 et 3. Hein, donc ça va dépendre de chacune des couches, chacune des orbites. Et donc, ce que je peux faire sur ce genre de diagramme, ben, c'est imaginer par exemple toute une série de transitions de sauts quantiques. Alors, si tu regardes par exemple, ben, sur la flèche jaune ici, hein, tout à gauche du diagramme d'énergie, eh bien, j'ai un électron qui serait passé du niveau 1 au niveau 5. Et donc, il a ici absorbé un photon qui lui a permis de faire un saut. On peut très bien imaginer qu'un électron qui se trouve sur la couche numéro 1 fasse un saut qui l'amènerait à la couche numéro 3. Et puis on peut imaginer qu'à ce moment-là, il recevrait un autre photon qui lui permettrait de passer la couche numéro 3 à la numéro 5. Donc c'est bien pour te dire que, en fait, ce qui compte, c'est la quantité d'énergie. Et si la quantité d'énergie des photons qui viennent percuter les électrons est la bonne, eh bien elles permettent de faire des sauts. Mais donc on peut avoir un électron qui fasse un saut de 4 couches en une fois, ou 3 sauts d'une couche, enfin, toutes les combinaisons sont imaginables. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne quantité d'énergie. De la même manière, les flèches qui descendent permettent d'indiquer qu'on a des électrons qui sont revenus à un état d'énergie inférieur. Hein, et donc par exemple, on peut avoir un électron qui va venir passer de la couche 2 à la couche 1, et donc pour cela, ça veut dire qu'il va venir absorber un photon. Et donc tu as ici sur le schéma les photons qui sont émis. Alors tu peux voir que j'ai indiqué des couleurs pour les flèches. Ça correspondrait au fait que pour chaque saut d'énergie, je vais en réalité avoir une longueur d'onde, une fréquence pour les photons correspondante. Donc pour bien visualiser les choses, tu vois ici que j'ai rajouté un petit photon sur mon modèle de Bohr. Imaginons que mon photon soit percuté, pardon, un électron. Donc imaginons que mon électron soit percuté par un photon de couleur jaune, eh bien, ce photon a la bonne énergie pour faire passer mon électron de la couche 1 à la couche 5. Voilà, c'est ce que j'ai représenté sur le diagramme d'énergie, hein, c'est la flèche jaune. Donc le photon jaune ici a la bonne quantité pour faire un saut quantique à mon électron, et il fait un saut de 4 couches. De la même manière, à un moment donné, mon électron va avoir tendance à revenir à son état initial, à revenir à un niveau d'énergie le plus bas possible. Donc pour ce faire, il va devoir émettre un photon. Et ce photon, eh bien, il aura la couleur violette que j'ai indiquée à la fois sur le diagramme de Bohr, mais aussi sur le diagramme d'énergie. Voilà, donc j'espère que ça te permet d'y voir un petit peu plus clair. Et donc j'insiste bien, les sauts peuvent se faire en plusieurs fois. Et donc à chaque fois qu'il y a un saut, il va y avoir un photon d'une longueur d'onde donnée qui sera absorbé ou émis. Très bien. Voilà, avec ceci, on en a terminé au niveau du modèle atomique de Bohr et au niveau des raies d'émission et d'absorption. Cela nous amène donc à parler des limites du modèle de Bohr, puisque le modèle que Bohr a établi a connu beaucoup de succès quand il a été proposé, mais on s'est rendu compte que la manière de représenter les choses n'est pas exacte, en tout cas en partie. Alors d'abord, il faut parler des qualités du modèle de Bohr. La première chose intéressante, c'est que là où Bohr a tout à fait raison, c'est qu'il nous permet de dire que finalement, les électrons dans l'atome ont des niveaux d'énergie, que ces niveaux sont quelque part quantifiés puisqu'ils s'effectuent par saut. Hein. On n'a pas des niveaux continus, mais un électron peut gagner un quanta d'énergie au travers d'un photon. Et donc le fait que finalement les électrons peuvent faire des sauts quantiques, changer de niveau d'énergie, revenir à un niveau d'énergie en émettant des photons, eh bien pour ça je dirais le modèle de Bohr est vraiment intéressant et permet de comprendre les choses. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait positif. Là où le modèle de Bohr est incorrect, et alors attention, quand je dis ça, c'est en toute modestie, hein, je veux dire, Bohr est un génie, il a reçu un prix Nobel
et il a un apport pour la physique qui est phénoménal. Mais il faut dire que ce qui est incorrect, c'est finalement la notion d'orbite. Donc le modèle de Bohr présente l'atome comme étant finalement le noyau qui est au centre, et on a des électrons qui viennent graviter en décrivant des trajectoires circulaires autour du noyau. Alors cette représentation, elle est extrêmement connue, hein, on la retrouve dans les manuels, et si on demande à quelqu'un de dessiner un atome, ben soit il ne saura pas quoi dessiner, soit il va vous dessiner le modèle de Bohr, parce que ça permet de visualiser les choses. Mais en réalité, la notion de trajectoire pour un électron, elle est problématique, puisque comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, en réalité, les électrons sont aussi des ondes et ne se trouvent pas en un point donné, et donc on ne peut pas dire qu'ils ont une trajectoire définie. Et donc en réalité, la notion d'orbite, il faut l'oublier, et donc ce modèle-là, il faut le barrer. Et donc j'insiste bien encore une fois, la manière de représenter classique avec ces orbites est intéressante, hein, elle a des vertus, mais vous devez savoir comme scientifique que en fait, un électron n'a pas une trajectoire définie et n'a pas une trajectoire qui décrirait simplement une orbite autour des électrons. Alors, du coup, par quoi est-ce qu'on doit remplacer cette idée d'orbite? Eh bien, on va la remplacer par l'idée d'orbital. Alors, je vais dessiner ici un atome très basique avec le noyau et finalement un seul électron qui se trouverait autour. Et ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai donc mon noyau. Et en réalité, j'ai une zone qui est déterminée ici en rouge, dans laquelle va se trouver l'électron. Et ceci, c'est ce qu'on appelle une orbitale. Alors, de manière plus précise, en fait, une orbitale, ça va être une zone dans laquelle il y a une probabilité de trouver un électron. Donc ça veut dire que mon électron doit se trouver quelque part dans cette zone. En réalité, on pourrait aller plus loin, puisque en physique quantique, on pourrait même dire que l'électron se trouve partout dans cette zone en même temps, que finalement cette zone correspondrait d'une certaine manière à l'électron, puisque rappelez-vous encore une fois, l'électron possède une nature ondulatoire et donc c'est une onde qui ne peut pas être localisée en un seul point. Alors ça c'est une représentation très facile, mais en fait il faut savoir que en fonction de la structure atomique, vous allez avoir évidemment plus d'orbitales si vous avez plus d'électrons, et ces orbitales du coup peuvent prendre des formes très loufoques selon la configuration électronique. Donc là c'est un cas très très simple où vous avez seulement la première couche dans laquelle vous allez trouver un électron, mais en réalité si vous avez plus d'électrons que ça, vous allez avoir votre noyau et vous allez vous retrouver avec des formes qui sont assez loufoques comme celle-ci, ou encore celle-ci où vous avez ici trois zones différentes dans lesquelles vous pouvez avoir deux paires d'électrons, ou encore ce modèle-ci. Et vous voyez que les choses deviennent vite très très compliquées, puisque en réalité vous avez ici chaque fois des zones pour un ou deux électrons, mais dans la pratique ça veut dire qu'il faudrait venir associer ces différentes orbitales pour vraiment représenter un électron, ce qui deviendrait hyper fastidieux et qui en fait est tout à fait impossible. Et donc voilà, comme ça vous avez tout de même une idée du fait qu'un électron n'a pas une trajectoire définie et qu'il y a une zone de probabilité dans laquelle on peut le trouver, mais on ne va pas aller plus loin parce que ça nous amènerait très très loin dans de la physique quantique et que ça nécessite des outils plus ou moins complexes. Voilà, merci pour ton écoute, j'espère avoir été clair, donc si jamais les choses ne sont pas claires, n'hésite pas à poser des questions ou à revenir sur la vidéo plus tard, et surtout va lire les notes de cours qui correspondent à cette vidéo, ça te permettra probablement de mieux asseoir ta compréhension des choses.